Bonsoir et bienvenue sur Cinéden Sublime, le podcast qui aborde les thèmes de la sensualité et de la sexualité de tous les êtres humains. Peu importe le genre, l'orientation ou les pratiques sexuelles de celui qui écoute, cet espace est destiné à toutes les personnes avisées, curieuses, confirmées ou non, qui prônent l'ouverture d'esprit, le respect et la bienveillance. Cet espace est chaleureux, intime, sans gêne et sans tabou. Je vous invite à me suivre. Nous partons donc ensemble dans cette exploration. Nous allons parler de la question du genre. Le concept du genre désigne l'ensemble des caractéristiques relatives à la masculinité et à la féminité ne relevant pas de la biologie, mais de la construction sociale. Du processus de relation au rapport de pouvoir dans certains domaines, il se distingue du concept de sexualité en se focalisant sur les différences non biologiques. On peut d'ailleurs constater sur Facebook qu'il y a une 50aine d'options en matière d'identité de genre, homme, femme, binaire, non-binaire, cisgenre, bigenre, gender fluide, intersexe, neutre, etc. Bonjour Morgane, je suis vraiment contente de t'avoir ici, d'abord parce que je pense qu'il est important de parler de la question du genre et de tout ce qui en découle, mais aussi parce que tu apportes un regard nouveau, ouvert et bienveillant sur ce sujet. Alors pour commencer, pour que les personnes qui nous écoutent puissent te connaître un peu mieux, peux-tu te présenter et nous parler un peu de ton parcours ? Tout le monde, bonjour Cine, merci beaucoup de m'avoir invité dans ton podcast. Je suis vraiment honoré d'être avec toi pour discuter de tous ces sujets-là qui sont hyper importants, je trouve. Du coup, pour me présenter brièvement, donc je m'appelle Morgane, je suis sexothérapeute et gestalt thérapeute, et à côté, je suis également formateur sur les questions de diversité de genre, de sexualité et de relations, à destination d'un public d'aidants et d'accompagnants, donc tout ce qui est travailleurs sociaux, psychothérapeutes ou encore enseignants, qui sont du coup au contact d'un public assez large et divers. Et mon objectif, c'est de pouvoir les aider à mieux accompagner les personnes qui ne se reconnaissent ni dans une identité hétérosexuelle, ni dans des relations monogames, ou encore ni dans une identité cisgenre. Alors, est-ce que tu peux nous définir ce qu'est le genre et donc l'identité du genre, du coup définir les termes que tu viens d'évoquer, notamment le terme de cisgenre ? Ouais, bien sûr. Alors ta définition était plutôt complète. Néanmoins, je vais essayer d'y apporter quelques petites nuances. Donc, en effet, il est bien nécessaire de faire la distinction entre ce qui relève du sexué et ce qui relève du sexuel. Donc, c'est-à-dire que il y a le sexe biologique. Donc, c'est-à-dire on est mâle ou femelle. Donc ça, voilà, c'est les variations du développement sexuel, c'est-à-dire que la société accorde le primat au sexe biologique. Donc on va se concentrer sur tout ce qui est chromosome. Voilà, XX, ce sera une fille, une vulve, ce sera une fille, et un pénis et XY, ce sera un garçon. Et donc, du coup, pour pouvoir définir notre genre, la société va se concentrer sur ces critères-là, et uniquement ces critères-là. Du coup, on va avoir un sexe qui va nous être assigné à la naissance, qui va donc être homme ou femme. Sauf que l'identité et l'expression de genre, c'est plutôt avoir vraiment à envisager surtout comme un continuum, quelque chose qui n'est pas arrêté, quelque chose qui n'est pas binaire. Or, le genre, c'est vrai que c'est une construction sociale, comme tu l'as très bien dit, et c'est surtout un système de bicatégorisation qui est extrêmement hiérarchisé. D'un côté, on va avoir les hommes, et d'un autre côté, on va avoir les femmes. Et dans ces deux catégories-là, va y avoir une hiérarchie dite naturelle qui va s'appliquer, avec du coup toutes les valeurs qui y sont associées, les valeurs masculines qui vont être assez mises en avant et assez reconnues et louées par rapport aux valeurs féminines qui pour le coup sont assez dépréciées. Et du coup, par rapport à l'identité de genre, il y a des personnes qui ne se reconnaissent pas dans ce genre binaire, homme ou femme. Qu'en est-il ? Tout à fait, il y a des personnes qui malgré le fait qu'on leur ait assigné un sexe, un genre à la naissance, ne se reconnaissent pas
Et c'est compliqué pour cette personne-là parce que malheureusement la société est extrêmement binaire et donc du coup nous impose de nous mettre dans une case ou dans l'autre. Et donc du coup quand on se reconnaît ni dans l'une ni dans l'autre, ou bien quand la case dans laquelle on nous a mis n'est pas celle auquel on se sent profondément appartenir, ça vient tout de suite poser un souci et surtout un sentiment de mal-être intérieur. Et du coup, ces personnes-là qui ne se reconnaissent pas dans le genre qui leur a été assigné à la naissance, on appelle ça des personnes transgenres. Donc des personnes transgenres qu'on peut justement... c'est le contraire des personnes cisgenres dont je parlais tout à l'heure. Les personnes cisgenres, c'est les personnes pour lesquelles le sexe qu'on leur a assigné à la naissance est totalement aligné avec le genre qu'elles ressentent intérieurement. Un homme qui à la naissance est assigné homme et qui se sent homme tout au long de sa vie, dans sa vie au quotidien. Et ça, ce serait effectivement une personne cisgenre. Ouais, tout à fait. Voilà. Idem pour les femmes. Idem pour les femmes. Voilà, tout à fait. Cisgenre. Ouais. Idem pour les femmes cisgenres. Voilà, une personne cis peut être un homme ou une femme sans aucun problème. Les identités trans, c'est un peu plus, je dirais, complexe parce qu'il y a une variété, une densité d'identités sous ce parapluie trans-là qui est assez importante. Mmh. Quel est ton rapport par rapport à cette question, justement, si je peux te la poser? Oui, bien sûr. Alors moi, je suis un homme queer, c'est-à-dire que je ne me reconnais pas dans une identité à la fois hétérosexuelle et cisgenre. Queer, c'est une identité. Alors pour revenir un petit peu sur les fondements de ces termes-là, qui je trouve sont assez importantes. L'idée, c'est que queer à la base, c'était une insulte en anglais qui désignait les personnes qui étaient bizarres, qui étaient hors normes, qui ne rentraient pas justement dans le schéma binaire de la société. Et dans les années 80, la communauté queer, la communauté LGBT, s'est réapproprié ce terme-là pour en faire un terme de fierté et de revendication de leur identité. Un terme quasi politique finalement qui disait on n'est ni hétéro ni cisgenre et on est fier. On est fier. Bien sûr. Donc du coup, moi, sur ce continuum-là, je me considère comme un homme queer parce que j'ai eu un parcours trans qui a duré 10 ans. J'ai du coup... ça a été un parcours assez long, assez épuisant, assez éreintant, je vais pas vous le cacher, parce que c'est une bataille continuelle contre la société qui n'accepte pas forcément qu'on bouleverse l'ordre établi, et du coup c'est un peu se battre contre les administrations, contre le corps médical, pour tout simplement être soi. Donc c'est un parcours. Et les croyances aussi sociétales. Bien sûr, se battre contre les croyances sociétales, parce que quand on dévie un petit peu de ce qui nous a été enseigné, de ce qu'était un homme, de ce qu'était une femme, on est toujours un petit peu mal regardé par la société, et puis surtout quand on ose dire que le sexe et du coup le genre qui en découle, qui nous ont été assignés à la naissance, ne nous conviennent pas, c'est quand même un peu un affront à ce que la nature, à ce que Dame Nature nous a donné. Donc du coup, je dirais que c'est un parcours qui est aussi difficile, aussi compliqué qu'il en est beau. Parce qu'il forge l'être qu'on devient par la suite. Et puis surtout, il nous oblige à déconstruire un petit peu tout ce qu'on a appris, tout ce que ce processus hyper complexe de socialisation genrée nous a inculqué. Il nous oblige à un peu mettre un coup de pied dans cette grosse fourmilière là pour pouvoir tout simplement s'affranchir de ces codes là et s'attribuer des codes qui nous correspondent et qui surtout font qu'on est aligné avec la personne qu'on est, et surtout avec l'image que l'on peut renvoyer de nous à la société. Tout à l'heure, tu
Tu disais justement que la société ne prenait en compte que deux genres, principalement de genre binaire, hommes et femmes. Qu'est-ce que tu peux dire à quelqu'un qui affirme qu'il n'y a que deux genres? Alors, je comprends, je mets effectivement la place de ces personnes-là à qui, on a toujours dit qu'il n'y avait que deux genres, à qui on a appris ça, et puis surtout à qui on n'a pas dit qu'il y avait une infinité d'autres possibilités que être homme ou être femme, être dans des schémas binaires. Alors je peux comprendre que ce soit assez lunaire finalement d'envisager qu'il y a d'autres possibilités, qu'il y a un champ des possibles assez incroyable derrière ces deux notions-là, et donc que ce soit compliqué de reconnaître le parcours de l'autre. Ouais. Parce que de toute manière, on part toujours de soi quand on rencontre quelqu'un d'autre, et donc forcément, quand on nous a tellement appris tout ça, et surtout on a été tellement formaté à croire ces notions-là, que ce soit un petit peu compliqué. Or, si vraiment on regarde dans l'histoire, les personnes, soit les personnes trans, soit les personnes non binaires, soit les personnes fluides, soit les personnes qui avaient un troisième genre ont toujours existé. Ça date pas des années 2000, c'est pas un phénomène de mode, c'est vraiment quelque chose qui de tout temps et surtout partout dans le monde entier a toujours existé. Je pense par exemple aux Amérindiens, ceux qu'on appelle les Two-Spirits, Oui. qui avaient un troisième voire un quatrième genre dans leur communauté, les Munches du Mexique, pas du Mexique, les Hijras d'Inde, du Pakistan, les Inuits, les hommes douceurs du Pacifique. Enfin, il y a vraiment plein de communautés à l'international qui, soit hier, soit encore aujourd'hui, ne rentrent pas dans ces schémas binaires-là, et que du coup, c'est pas une invention occidentale, vraiment cette question de fluidité-là. Mais j'inviterais ces personnes qui affirment qu'il n'y a que deux genres, d'abord à discuter avec les personnes qui ne se reconnaissent pas dans ce schéma binaire, et puis à se documenter. Il y a plein de documentaires hyper sympas sur justement ces communautés-là qui ont décidé de sortir de ce schéma assez strict, et puis surtout de s'interroger sur leur propre genre. Voilà, qu'est-ce qu'être un homme, qu'est-ce qu'être une femme? Est-ce que j'ai vraiment choisi les vêtements que je porte? Est-ce que j'ai vraiment choisi les comportements, la gestuelle que j'ai, ou est-ce que ça m'a été dicté et enseigné par la société? Est-ce que je suis vraiment en contrôle de l'identité et de l'expression de genre que je présente au monde? Et c'est vrai que les personnes cis, en général, ne se sont jamais posé la question, parce que pour eux, ça va de soi. Et du coup, quand on plonge un petit peu dans ces questionnements-là, on se rend compte que finalement, c'est pas si facile que ça. Voilà, qu'il y a toujours une petite nuance à aborder. Pourquoi, d'après toi, la société ne reconnaît que cette binarité des genres? Ça vient d'où? Alors, ça remonte à très très loin. C'est vrai que même dans l'Antiquité, cette notion de binarité et surtout cette différenciation entre les hommes et les femmes, et surtout cette hiérarchie, était hyper ancrée déjà. Alors du plus loin que je me souvienne, c'est un peu de la faute d'Aristote. Ouais. Voilà, tout ça. Ce grand penseur qui, un jour, a dit un mâle est un mâle en vertu d'une capacité particulière, et une femelle est une femelle en vertu d'une incapacité particulière. Du coup, rien qu'avec cette phrase-là, il va poser les bases du système patriarcal, et surtout d'un système oppressif envers les femmes, mais aussi bien envers les hommes qui se rapprochent de la féminité. Et du coup, ça a toujours existé, parce que je dirais que la société a été créée par et pour des hommes cisgenres. Et donc forcément, cette différenciation des sexes-là était à leur avantage, parce qu'ils étaient dans leur privilège, et donc du coup, reconnaître une équité, une égalité, c'était remettre en cause
leurs privilèges. Donc, c'est vrai qu'on a toujours entretenu cette idée-là qui avait une véritable essence de la masculinité, une véritable essence de la féminité. Or, c'est pas vrai. Il n'y a pas d'essence du masculin, il n'y a pas d'essence du féminin. C'est pas inné. Voilà, quand Simone de Beauvoir disait on ne naît pas femme, on le devient, c'est pareil pour les hommes, on ne naît pas viril, on le devient aussi. C'est vraiment un apprentissage tout au long de la vie, vraiment une intégration finalement des comportements qui vont être socialement attendus. Et quand on dit attendu, on dit bien acceptable. Hein, c'est ça le sous-texte. Voilà, des comportements qui vont être associés finalement à l'homme et à la femme, et surtout au rapport entre les deux. Et voilà, il faut vraiment se rappeler que les différences entre les hommes et les femmes, et je dis bien hommes et femmes et non mâles et femelles, hein, parce que ça relève de la biologie, mais entre les hommes et les femmes, c'est vraiment juste le fruit d'un déterminisme biologique et non, justement, ce n'est pas le fruit d'un déterminisme biologique, c'est vraiment le fruit d'une construction sociale. Par rapport à tout ça, est-ce que tu as déjà été confronté à des remarques déplacées quant à ton genre? Et si oui, comment tu gères ce type de situation au juste? Alors bien évidemment que j'ai été confronté à des remarques par rapport à mon genre. Quand on fait une transition, de toute manière, on est confronté à une assez grande oppression de la société. Est-ce que tu peux juste nous redéfinir ce qu'est le terme de transition? Parce que je sais que certaines personnes ne connaissent pas ce terme. Oui, tout à fait. Alors, lorsque l'on est une personne trans, on peut ressentir la nécessité de faire une transition. Alors, il y a deux niveaux à cette transition. Il y a d'abord la transition sociale, qui est se présenter publiquement dans le genre qui nous est juste, et donc pas forcément le genre qui nous a été assigné à la naissance. Et la transition médicale, qui pour le coup n'est absolument pas obligatoire dans un parcours trans. Et surtout, on n'est pas plus ou moins trans, on n'est pas plus ou moins légitime d'être trans si l'on passe par ces interventions-là. On peut tout simplement être trans et se dire finalement mon genre c'est pas ce qu'il y a dans mon slip, donc je m'en fous un peu et je vais pas faire des interventions, je ne vais pas forcément prendre des hormones pour correspondre à un corps dit masculin ou un corps dit féminin, parce que moi je suis au clair et aligné dans mon identité de genre, et du coup je n'ai pas besoin que la société valide mon corps genré. Du coup, la transition, c'est donc un processus avant tout social de s'affirmer dans le genre qui est le nôtre, et si besoin, si effectivement la souffrance corporelle est trop grande, si le regard de la société est trop souffrant, on peut avoir besoin de passer soit par un traitement hormonal, soit par des chirurgies pour aligner du coup notre genre à un corps sexué dit mâle ou femelle. Donc par rapport aux remarques que tu as pu avoir, comment tu gères ça? Je sais que cette question sera attentivement écoutée et puisque certaines personnes qui nous écoutent sont aussi confrontées à des remarques déplacées par rapport à leur genre et ne savent pas toujours comment gérer ce genre de situation. Quels conseils peux-tu donner par rapport à ça? Est-ce que tu peux nous faire part de ton expérience par rapport à ça et donner des conseils? Alors, c'est vrai que moi, j'ai toujours été du bon côté de la barrière, si on peut dire. C'est-à-dire que moi, avant de faire ma transition, j'avais déjà une apparence assez masculine. Et du coup, après ma transition, après avoir fait les chirurgies et avoir pris le traitement hormonal qui, moi, me semblait nécessaire, en tout cas à ma construction, j'étais, encore une fois, du côté des hommes. Et donc, du coup, comme je me suis jamais rapproché de la féminité, j'ai jamais été trop embêté. Parce que voilà, j'étais finalement un peu toujours du côté de l'oppresseur et pas du côté de l'oppressé. Parce que je me rapprochais pas des codes féminins. Donc du coup, les hommes avaient
pas trop grand-chose à me dire finalement par rapport à ça. Néanmoins, le moment où ça a été un peu compliqué pour moi, c'est le moment où finalement j'avais un physique assez, je dirais, androgyne, parce que j'étais en train de commencer mon traitement hormonal et que du coup, voilà, j'avais un physique entre deux, je dirais, qui du coup va questionner, c'est des regards appuyés, c'est des gens qui font des messes basses un petit peu quand tu passes, mais alors c'est un mec, c'est une fille, ou qui très frontalement, ça m'est arrivé à de maintes reprises que des personnes viennent me voir et me disent mais au fait t'es un mec ou t'es une meuf et en fait enfin ça ne te regarde pas du tout. Je n'ai aucune espèce de justification à te donner et en plus qu'est-ce que tu ferais de cette information? Ouais. Qu'est-ce que ça va changer dans ta journée, que je sois un homme ou que je sois une femme. Donc c'est vrai que très souvent c'est de la sidération parce que pourquoi c'est si important pour l'autre finalement de nous mettre dans une case ou dans une autre. Pourquoi ça vient autant questionner quand l'expression de genre est fluide ou androgyne. Qu'est-ce qui fait que c'est pas acceptable de pas correspondre finalement vraiment à ce qu'on attend d'un homme ou à ce qu'on attend d'une femme. Et donc du coup, on peut très clairement être. Moi, j'ai eu beaucoup de chance, mais pour avoir discuté avec beaucoup de personnes de la communauté, il y en a qui ont été beaucoup moins chanceuses. Ouais. Et qui du coup se sont fait insulter, se sont fait agresser et voilà, trigger warning, voilà, c'est des agressions qui peuvent être extrêmement violentes, verbales, physiques, sexuelles. C'est vrai que la communauté trans est extrêmement à risque par rapport à ça, par rapport à toutes ces violences-là, parce qu'elles dérangent. Parce que voilà, être trans ça dérange parce que finalement on s'est autorisé à être qui on était réellement et du coup ça peut être hyper violent pour une personne cis à qui on a dit toute sa vie t'es un homme ou t'es une femme et du coup que quelqu'un ose sortir de ces de ces cases-là et ose faire le chemin pour être lui ou elle-même. Ça peut renvoyer une personne cis à son incapacité à elle de se poser des questions par rapport à son genre et par rapport à une éventuelle possibilité d'avoir une expression de genre différente de ce qu'on attend. Ouais. Du coup, bien évidemment, ça ne justifie absolument pas la violence que les personnes trans peuvent recevoir, mais ça peut l'expliquer, en tout cas. Et donc pour revenir à ta question, si j'ai des conseils, c'est déjà alors bien évidemment c'est hyper facile à dire et moins facile à faire quand on est face à des agressions, mais c'est surtout ne jamais remettre en cause son identité par rapport à un commentaire déplacé qu'on peut avoir. Parce que voilà, avec la violence systémique qui peut s'installer par rapport à notre identité minorisée, on peut avoir tendance à se dire non mais voilà, je vais être toujours traité comme ça par la société, et la société va jamais vraiment me reconnaître, donc ça sert à rien que je m'engage dans ce processus. Et vraiment ne pas se décourager par rapport à ça, parce que voilà, l'autodétermination, c'est ce qui compte véritablement. Vous et vous seuls savez qui vous êtes réellement, et c'est ça qui compte. C'est ça qui importe. C'est pas ce que la société va vous renvoyer. L'autre conseil que je pourrais donner, c'est d'avoir un cercle assez proche, un cercle de soutien assez proche. Alors ça peut être effectivement soit un accompagnement thérapeutique, soit un cercle familial qui entoure convenablement, soit un cercle communautaire. Des adelphes qui vivent le même parcours et avec qui du coup on peut faire un peu vider notre sac de ce qu'on a vécu, parce que voilà, ces personnes-là vivent exactement la même chose, donc on peut être entendu et compris. Ne pas rester seul, vraiment ne pas rester seul dans cette violence qui peut nous être envoyée par rapport à ce qu'on est. Ne pas hésiter à demander de l'aide
Vraiment, il n'y a pas de honte à avoir. La honte vraiment doit changer de camp. La honte, c'est les agresseurs. Appartient aux agresseurs, n'appartient pas aux victimes de ces agressions. Voilà, ne remettez jamais en cause votre force et votre puissance de faire ce parcours-là. Gardez en tête que voilà, vous avez le courage de faire tout ça malgré toutes les injonctions, et que du coup vous êtes beau, vous êtes belle, vous êtes courageux, et continuez quoi. Ne vous laissez pas abattre. On a besoin de vous. On a besoin de vous pour pouvoir faire la révolution et un peu voilà, essayer de débinariser cette société et montrer à tout le monde que quelque chose d'autre est possible. Merci Morgane pour ce message fort qui évidemment ne rejette pas non plus les personnes qui, elles, se considèrent comme binaires, évidemment. Bien évidemment, très important de le rappeler, ce n'est pas une tribune contre les personnes cis, c'est juste voilà, on a besoin, et je dirais même pour les personnes cis, de personnes qui sortent de ces binarités-là pour que les personnes cisgenres osent, même si ce n'est pas faire une transition, juste s'autoriser une expression de genre un peu moins virile ou un peu moins féminine, et juste d'avoir une expression qui leur correspond, voilà, même dans une identité cisgenre. C'est vrai que souvent dans ce genre d'échange, de débat, il y a souvent les personnes qui ne connaissent pas du tout, qui ne se sont jamais vraiment senties concernées par la question du genre finalement, qui peuvent très vite se braquer ou mal interpréter les messages que l'on cherche à partager. Et comme tu le disais, nous devons être des alliés et non être opposés à tout ce qui nous semble être différent de nous. Voilà, je pense que on est tous des êtres humains avant tout, et qu'il faut savoir écouter, accompagner et surtout déconstruire. C'est ce que tu disais au début du podcast. La déconstruction, c'est très important pour pouvoir comprendre, accueillir et accepter qu'il y a aussi des personnes qui ne se reconnaissent pas forcément dans l'identité de genre qui leur a été assignée à la naissance. Tout à fait, et ça vaut aussi pour les orientations sexuelles qui sont différentes de l'hétéronormativité, et pour les personnes racisées. L'idée, c'est vraiment essayer, en tant que personne, je dirais blanche, hétérosexuelle et cisgenre, d'essayer de déconstruire ces privilèges-là pour pouvoir accueillir l'expérience de l'autre. L'idée, c'est de ne pas remettre en cause ces privilèges, mais tout simplement considérer qu'il y a un autre, et que l'autre, même s'il est différent de nous, n'est pas forcément l'ennemi, et tout simplement être allié de ces causes-là. Voilà. Et du coup, pour rebondir sur ce que tu dis, comment peut-on, entre guillemets, éduquer les gens sur la question du genre ? Alors, ça vraiment, je pense que tout part de la petite enfance. Vraiment, idéalement, il faudrait que le genre ne soit plus un sujet. Il faudrait que le genre... Alors là, je parle vraiment d'une utopie, hein, bien entendu. Mais c'est vrai que dès que, par exemple, voilà, on en revient au tout début, à la grossesse. À la grossesse, quand un couple attend un enfant, l'une des questions hyper pressantes, c'est quel est le sexe du bébé. Et quel est le sexe du bébé, finalement, va un peu définir le destin et le chemin de vie de la personne qui va naître. Parce que on va peindre la nurserie en bleu si c'est un garçon, on va la peindre en rose si c'est une fille, on va acheter des poupées si c'est une fille, on va acheter des camions si c'est un garçon, on va l'inscrire au foot, on va l'inscrire à la danse. Et du coup, avant même que le bébé soit né, on va directement tracer un petit peu le chemin de son existence. Et du coup, cette seule caractéristique-là qu'est le genre, va définir l'intégralité de ton existence. Et donc du coup, avant même d'être né, t'es déjà enfermé dans quelque chose qui t'appartient pas parce que tu l'as pas décidé.
Euh, et donc, l'idée, ce serait tout simplement d'enseigner en tant que parent ou aussi bien en tant qu'éducateur. Je parle des enseignants ou de toutes les personnes qui entourent l'enfant dans ses premières années, d'enseigner que c'est OK de dériver un petit peu de ces notions extrêmement strictes, de dire aux petits garçons que c'est OK de pleurer, que c'est OK d'aimer le rose, que c'est OK d'avoir d'être créatif, que c'est OK de vouloir faire de l'art, et dire aux petites filles pas seulement qu'elles sont jolies, mais aussi qu'elles sont fortes, qu'elles sont courageuses, qu'elles sont intelligentes. Essayer justement de pas stigmatiser dès le plus jeune âge les filles parce qu'elles ont un comportement dit masculin et les garçons parce qu'ils ont un comportement dit féminin, d'ouvrir un petit peu le champ des possibles dès le plus jeune âge. C'est hyper important parce que partout vraiment et tout le temps on a vraiment présenté cette notion de genre comme quelque chose d'évident, comme quelque chose de naturel, quelque chose qui ferait partie de l'ordre des choses. Il y a quelque chose qu'on dit, et voilà, c'est moi une formulation qui m'agace un peu. C'est en anglais c'est boys will be boys, c'est les mecs seront toujours des mecs, mais non, en fait les mecs n'ont pas à toujours être des mecs, et il faut pas excuser les comportements des garçons parce que c'est des garçons, et il faut pas blâmer le comportement des femmes parce que ce sont des femmes, et je pense que c'est hyper important d'avoir cette éducation à la différence, mais surtout cette éducation à tout ce qui nous rapproche en tant qu'être humain, et pas forcément à ce qui nous différencie en tant qu'homme et en tant que femme. Et ça passe par l'éducation à la sexualité, qui est vraiment extrêmement pauvre aujourd'hui en France. C'est même ne serait-ce que si dans les programmes de l'éducation nationale, on avait l'histoire des femmes, l'histoire des personnes queer. Ouais. Elle est totalement absente des programmes, alors que c'est quand même un pan de notre histoire qui est hyper importante. Et du coup, on apprend aux enfants que ce qui compte, c'est avant tout l'histoire des hommes, l'histoire des personnes blanches et l'histoire des personnes hétéros. Et du coup, quand toi, en tant qu'enfant, tu te reconnais pas dans tout ça, comment tu sais qu'il y a quelque chose d'autre qui est possible? Finalement, quand on t'apprend que depuis la nuit des temps, c'est ça qui existe et c'est ça la seule normalité. Du coup, forcément, tu te sens hyper stigmatisé quand tu sors de ces schémas-là, et tu n'oses pas forcément le dire, en parler à tes proches, à tes amis, parce que tu te dis, si c'est comme ça que ça a toujours été fait, c'est que je dois pas être normal. Et du coup, il y a un sentiment d'autodépréciation qui va se mettre en place et qui est hyper nocif pour la santé mentale et pour la construction psychique. Et un sentiment de honte qui peut arriver et qui ne devrait surtout pas être là, quoi. Merci beaucoup pour tout ce que tu témoignes actuellement. J'ai une dernière petite question pour toi. Est-ce qu'affirmer son genre, c'est un acte militant dans le cadre de l'échange que l'on a actuellement, de ce qu'on est en train de dire? Bien sûr. Assigner son genre, c'est un acte militant. S'affirmer tout court, c'est un acte militant. Alors effectivement, là on parle de genre, mais l'affirmation de soi, c'est un acte militant. C'est crier haut et fort, je suis qui je suis, et un peu, tout en restant politiquement correct, je vous emmerde un peu, quoi. C'est-à-dire que j'affirme ce que je suis et je ne vais pas être quelqu'un d'autre pour vous faire plaisir. Et je trouve que c'est un message hyper fort de faire fi de toutes les injonctions et d'avoir l'expression de genre et l'identité de genre qui nous est propre. Et c'est de toute manière, l'identité queer est une identité profondément politique. Elle vient
voilà, elle vient un petit peu essayer de réveiller ce monde cis et hétéronormé patriarcal qui finalement met à mal une grande majorité de la population. Ce qui est vraiment assez étonnant, c'est finalement la croyance inébranlable en un concept, donc le patriarcat, qui pourtant vraiment écrase et soumet une grande majorité de la population. Et en fait, voilà, cette organisation sociétale, elle existe depuis si longtemps et elle a été tellement de fois, de manière extrêmement subtile, théorisée, bien évidemment théorisée par des hommes cisgenres en général, qu'elle en est devenue ordinaire. Et du coup, sortir de cette ordinaire, sortir de cette normalité-là, s'affirmer, je pense que c'est c'est le premier acte vers la libération, vers un monde plus libre, et je dirais même plus joyeux, en fait. C'est aussi l'objet de ces podcasts, s'affirmer soi, affirmer ses pratiques, ses orientations. Et puis le queer fera aussi l'objet d'un podcast à part entière prochainement. Merci Morgane pour ce témoignage. Souhaites-tu rajouter un mot pour clôturer ce podcast ? Oui, bien sûr. Je rajoute toujours quelques. On n'a jamais fini de parler de ce sujet, donc j'essaierai d'être. Évidemment. J'aimerais bien que ça puisse durer plus, mais malheureusement nous sommes limités dans le temps. Mais rien n'empêche que tu puisses revenir pour que l'on puisse approfondir ce sujet et aborder une autre thématique qui me tient aussi à cœur, mais j'en parlerai plus tard. Avec grand plaisir. Alors j'essaie de faire court. Je dirais que voilà. Et aujourd'hui, moi je pense qu'il est, en tout cas j'ai l'intime vraiment conviction qu'il est possible de sortir de cette définition extrêmement rigide et extrêmement fermée du genre et surtout de la virilité. Parce que c'est vraiment ça, je pense, le cœur du problème. C'est l'injonction à la virilité. Parce que cette injonction-là, elle suppose un regard dépréciatif sur le corps des femmes et finalement un regard démesurément exigeant sur celui des hommes. Sauf que, le viril, déjà, ce n'est pas l'apanage de l'homme. C'est attribué aux hommes, mais une femme peut être virile, parce qu'une femme a des qualités viriles, la fermeté, le courage, la force, la vigueur. C'est aussi extrêmement féminin, et que sous la virilité, sous ces injonctions-là, il y a les masculinités et les genres qui sont pluriels, qui sont libres, qui sont singuliers chacun. Et j'aimerais qu'on puisse se libérer tous ensemble de ces injonctions et que le genre ne soit plus un sujet. Et je pense que nous, en tant qu'êtres humains, on avance quand même avec le pouvoir de notre imagination et que justement, grâce à ça, on peut, je l'espère en tout cas, un jour, d'ici quelques années, oser penser un monde dans lequel le genre finalement définirait pas plus une personne que sa couleur de cheveux, que son âge, que ce qu'il aime manger au petit déjeuner, parce que je suis persuadé que sans le poids de toutes ces attentes genrées, chacune d'entre nous, on serait plus libre de développer un être au monde plus authentique. Donc soyez-vous, ayez l'audace, ayez le courage de sortir de ces injonctions, de ces deux cases, de cette binarité-là. Allez explorer un petit peu l'infinité de genres qui existent et l'infinité de possibilités qui s'offrent à vous. Et puis pour mes adelphes trans, pour mes adelphes non-binaires, continuez le combat, vous êtes beaux, vous êtes magnifiques, vous êtes courageux. Et pour tous mes adelphes cis, pour toutes mes adelphes cisgenres, merci d'avoir écouté ce podcast, merci d'avoir accepté de vous déconstruire un petit peu sur ce sujet. Et n'hésitez pas à continuer ce voyage qui est, si ce n'est chamboulant,
extrêmement libérateur et beau. Vous pouvez retrouver Morgane sur les réseaux sociaux @Morgane morgan.noam. Je mettrai évidemment tout en description. Confiance en soi, affirmation de soi, amour et bienveillance. Merci encore Morgane. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et réécouter ce podcast pour faire grandir et évoluer le projet Cinéden Sublime. À très bientôt.